Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à la gestion et à l'optimisation des coûts dans le cloud Azure. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stan, ça fait plaisir. Effectivement, bonjour Franck, et on va parler gestion, optimisation des coûts dans Azure sur cette première partie qui est dédiée au changement de paradigme. CAPEX, OPEX, ton avis Stan? Mon avis, c'est que depuis déjà plein d'années, je réutilise ces slides qui expliquent la différence effectivement entre la gestion d'une infrastructure traditionnelle telle qu'on peut l'avoir dans le data center, qui est une infrastructure basée effectivement sur des CAPEX dans lequel on va régulièrement investir en achetant des nouvelles ressources. Donc c'est ici matérialisé par les fameux paliers, l'espèce d'escalier, qui veut dire globalement qu'à un instant T, on a investi dans des nouveaux serveurs, du nouveau stockage, du réseau, du nouveau logiciel, etc. Néanmoins, quand on regarde la courbe ici, bleue, qui est la courbe en gros de l'usage des ressources, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait linéaire. C'est assez rare d'avoir, quelque chose de très linéaire dans un système d'information et donc, et bien, en fonction de l'activité, liée aux applications qui sont hébergées dans le système d'information, eh bien, on aura des périodes dans une informatique traditionnelle où on sera en général soit en surcapacité, soit en sous-capacité, par rapport, aux besoins. Donc l'offre effectivement n'est pas vraiment adaptée, aux besoins. L'offre, elle est simplement dictée par les achats régulièrement, de nouvelles ressources informatiques permettant effectivement de fournir, plus de services. Donc là, on est vraiment sur une informatique tout à fait, classique telle que vous la connaissez, dans des data centers et généralement effectivement, la tendance, c'est quand même d'avoir de plus en plus, de ressources informatiques parce qu'on utilise de plus en plus l'outil, informatique. Alors la prédiction, c'est pareil, hein, le forecast ici, matérialisé par des 3 petits points. C'est assez difficile en fait de faire du capacity planning et de se projeter dans une informatique, traditionnelle, parce qu'on ne sait pas forcément effectivement de quelle capacité on aura besoin, dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 6 mois. Néanmoins, on va le voir effectivement, on doit investir dans des budgets et cetera et ce qui fait que souvent effectivement, on essaie de faire quelque chose de linéaire, alors que dans la vraie vie, effectivement, rien n'est tout à fait linéaire. Si on prend, une approche plutôt cloud, ce qui est, vendu depuis des années, en tout cas moi ça fait plus de 10 ans que je réutilise cette slide, c'est de dire que, dans du cloud public, l'idée de la capacité, informatique que vous allez utiliser, c'est de l'associer, de la corréler directement finalement par rapport à la demande nécessaire. Et donc l'idée, c'est d'amener sa capacité par rapport à donc son offre de capacité par rapport à ses besoins. Et donc, idéalement d'avoir alors, l'idéal ce serait des courbes qui se juxtaposent, mais dans la réalité c'est impossible. Mais d'être au plus proche, effectivement de se dire quand j'ai, peu de demandes, j'utilise peu de capacité, et puis quand j'ai une forte demande de la part de mes utilisateurs, j'augmente, dynamiquement la capacité et donc, l'idée derrière, au-delà d'aligner comme ça la capacité, offre versus demande, c'est également, de payer juste ce qu'on utilise, et de ne pas payer plus, voilà. Donc d'éviter de faire du sous-provisioning, du sur-provisioning et de vraiment s'aligner aux besoins. Alors ce qui nous, amène sur quelque chose qui est, effectivement la notion de CAPEX et d'OPEX. Je vais te laisser Franck, expliquer les différences entre les 2 et puis surtout expliquer pourquoi ici on parle de choux et de carottes. Après ta démonstration sur la facture élastique, parce qu'on parle d'élasticité, hein, comme on l'a vu sur ta courbe, effectivement, on change ici de modèle entre de l'achat de capacité et de l'achat d'opérations, hein, CAPEX et OPEX. Et de mon point de vue, on compare vraiment souvent des choux et des carottes dans les discussions que j'ai avec les partenaires et les clients. Quand on parle de choux et de carottes, c'est parce que quand on est en mode CAPEX, en fait, un chef de projet, un architecte, un responsable d'application va voir les coûts qui lui sont facturés à lui et pas du tout les coûts qui sont facturés à l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est la grosse différence entre le CAPEX et l'OPEX. L'objectif ici, de passer en OPEX, c'est de mettre sur la table tous les coûts cachés. Combien coûte la maintenance physique d'une salle machine que vous louez? Combien coûte la réalité électrique? Combien coûte tout le matériel, le changement de disque, etc. Combien coûte l'assurance du bâtiment? Combien coûte
on va dire, tiens, bah, il faut nettoyer les salles, combien va coûter La le sécurité? fait que les salles soient certifiées, la sécurité, les badges pour rentrer, etc. Tout ça, c'est des coûts qui sont souvent cachés en mode CAPEX parce qu'ils ne sont pas pris en compte par ceux qui montent les projets. En OPEX, c'est vraiment l'idée, hein, c'est de voir que tous ces coûts-là sont mis sur la table. Autre chose, quand on investit sur du CAPEX, on investit juste sur du matériel. Quand on investit dans de l'OPEX, finalement, on vient prendre des services qui sont mis à disposition et dans ces services, il est souvent inclus l'évolution. L'évolution du service, les intégrations avec de nouveaux services dans un cloud hyperscale en mode OPEX, c'est aussi inclus. Rajouter un nouveau type de service en CAPEX, vous allez le payer, alors qu'en OPEX, c'est directement inclus. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'on ne peut pas comparer réellement les coûts CAPEX versus OPEX. Donc c'est toujours un petit peu étrange d'entendre une personne, ah bah oui, mais moi, mon stockage en CAPEX me coûte tant d'euros, alors que en OPEX, il va me coûter plus cher. Oui, mais on ne va pas comparer les mêmes choses. Oui, puis c'est vrai Voilà. que le CAPEX, effectivement, il est complètement associé au monde du data center où on achète quelque chose et puis on essaie de le faire durer le plus longtemps pour l'amortir, ce qui fait que ça veut plus dire grand-chose, effectivement, si on a acheté, je sais pas, sa licence VMware, que ça fait 10 ans qu'on a une vieille version de VMware, mais que ça fonctionne encore. Oui, on peut dire que techniquement c'est amorti, mais là, effectivement, la personne peut dire, bah, j'ai calculé, chaque VM me coûte dans mon infrastructure sur site tant d'euros. Là encore, comme tu l'as dit, on est en train de comparer des choses qui sont non comparables parce que dans un cloud public, on va payer effectivement une VM autant d'instanciation, donc à l'usage, ce qui est la différence effectivement. Donc il n'y a pas de notion d'amortissement ou de fort coût initial d'achat. Mais factuellement, l'équation n'est pas la même, avec d'un côté effectivement là, juste une personne qui parle d'un coût d'une machine virtuelle de son point de vue, vu par son budget qui est le coût du matériel et la licence logicielle. D'ailleurs, souvent l'électricité, hein, c'est pas l'informatique qui le gère et qui dit bah non, ça c'est les services généraux, mais néanmoins un serveur, ça coûte de l'argent d'électricité et ça, c'est des choses que, du coup, quand on est dans du cloud public, en fait, quand on paye 1 € par exemple, par heure d'instanciation d'une VM, tout est inclus à l'intérieur, y compris l'électricité, y compris les taxes immobilières, etc., qu'on peut avoir sur les bâtiments. Donc effectivement, les discussions, Je reviens sur. ouais. Excuse-moi, Stan. Tais-toi, toi, là en bas. Je reviens sur cette histoire d'évolution, parce que c'est un point qui est hyper important. On parle de machines virtuelles ici, là. Quand on est en mode CAPEX, c'est très difficile de faire évoluer sa machine virtuelle en fonction des besoins. Autant on peut se dire, on va resizer, on va rajouter peut-être plus de RAM, on va peut-être rajouter un peu plus de CPU, etc. Mais changer de famille de processeurs, il y a très peu de chances de pouvoir le faire. Alors que en OPEX, sur un cloud, en hyperscale, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et c'est quelque chose qui est offert directement dans le coût de la VM actuelle. Et ça, c'est énorme comme différence. Alors, avec ce changement de paradigme, effectivement, comme tu l'as dit, Franck, on va passer du data center au monde de cloud, donc d'un monde de CAPEX à un monde d'OPEX. Effectivement, tu as commencé à l'introduire, mais on va passer également d'un monde fini à un monde infini. Et Infini ça, c'est, dans la limite d'une carte bleue, hein. oui, évidemment, c'est dans la limite de l'élasticité de sa facture. Oui. Mais ça, c'est quand même un changement très important de paradigme et je vais encore insister sur ce sujet-là. L'idée du CAPEX, c'est effectivement un monde fini. Il n'y a rien à faire, hein. Dans une baie 19 pouces, vous mettez 42 U et puis c'est fini. Et une fois que vous avez rempli votre baie 19 pouces, vous dites bah, j'en achète une deuxième, puis je remets 42 U à côté, et tout va bien, jusqu'au moment où il n'y a plus de mètres carrés, ou alors que l'électricité ne fournit plus suffisamment de kVA, ou alors que la clim ne va plus suffisamment refroidir. Donc ça c'est le monde fini CAPEX. En OPEX, on ne va pas avoir cette problématique, ou en tout cas sur le papier, c'est pas vendu comme ça. Donc le CAPEX, dans ce monde fini, il s'optimise par la densification. On va optimiser au maximum l'usage du matériel qu'on a. Et donc ça va amener à
se concentrer sur la densification de l'application, alors qu'en mode OPEX, on va se concentrer sur son usage orienté vers les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un changement radical. CAPEX, on s'intéresse à la densification matérielle VM, on va les retailler, on va essayer d'en mettre un petit peu plus sur l'hyperviseur. Finalement, on va containeriser des choses qui peut-être n'ont pas besoin d'être containerisées. Il faudrait peut-être découper un peu plus finement ces VM. Et donc, il y a des éléments de transformation applicatifs qui vont être plus forts. En OPEX, on s'intéresse à l'usage. Comment est-ce que l'application est utilisée? Quel est le nombre d'utilisateurs? Quelles sont les ressources qu'elle consomme? Comment est-ce qu'on peut optimiser les ressources qu'elle consomme face à un usage utilisateur? Le barycentre de réflexion, on passe du barycentre matériel au barycentre de l'utilisateur. Voilà, ça c'est un point très très fort du passage. Effectivement, donc du coup, ce paiement que tu appelles à l'usage, parce que finalement, on se concentre sur le rendu finalement de l'expérience utilisateur, et du coup, on va payer vraiment ce qui est nécessaire pour que l'utilisateur ait une bonne expérience. Donc ça va se matérialiser par un temps d'exécution, paiement à un temps d'exécution, et une volumétrie utilisée ou échangée. Alors il y a également un ratio, c'est-à-dire que on peut payer par exemple pour 1 téra d'espace disque, mais on ne paiera pas le même prix pour 1 téra d'espace disque sur un mois versus une journée. Là encore, c'est ça, c'est intéressant. La licence logicielle, alors tout à l'heure tu disais que le CAPEX était très matériel. On peut quand même mettre de la licence logicielle dans du CAPEX, c'est-à-dire que je peux acheter par exemple Oui. effectivement une licence VMware et dire bah, si je l'utilise, la même version que je touche à rien pendant 5 ans, je l'aurais bien amorti. Effectivement, quand on est dans du cloud public, on n'est plus dans cette notion d'achat et d'amortissement d'une licence. Quand on va par exemple utiliser un Windows Server dans un cloud hyperscale, bah, on va payer effectivement le temps d'exécution, donc le temps d'instanciation du CPU, donc de l'allocation des ressources sur les hyperviseurs de l'hyperscaler. Et puis, bah, si on a du Windows, on peut avoir également dans ces 1 € par exemple par machine et par heure, un pouillème de ces 1 € qui correspondent en gros à la facture logicielle du Windows ou du Red Hat ou du SUSE. Voilà. Et puis un point important dans le changement de paradigme également, c'est que donc là on paye à l'usage, mais on peut néanmoins avoir des prix qui sont réduits si on s'engage sur la durée. C'est un petit peu comme les forfaits téléphoniques, effectivement. Plus je m'engage sur la durée, plus mon smartphone va me coûter pas très cher. Alors que factuellement, normalement, il a le même prix partout. Mais si je m'engage effectivement à rester chez l'opérateur, à l'utiliser, eh bien, bah, j'aurai un prix moins cher sur l'équipement. On peut dire que c'est à peu près similaire dans le cloud. Alors, qui est responsable finalement des coûts dans ce nouveau changement de paradigme? Ah bah ça, c'est vraiment complètement différent de ce qu'il y avait avant, hein. Parce que dans du cloud, une des 5 propriétés telles que définies par le NIST de ce que c'est que du cloud public, c'est la notion effectivement de libre service et de paiement à la consommation. Et effectivement, dans ce mode-là, ça veut dire que les gens qui vont opérer du logiciel, ou qui vont déployer du logiciel, qui vont concevoir des architectures, deviennent responsables du coup de leur solution. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement la donne par rapport à l'approche traditionnelle de CAPEX qu'on connaît historiquement dans un data center. Alors, je sais pas, tu peux nous en parler peut-être un peu plus? Effectivement, c'est vraiment un changement hyper important. En mode CAPEX, lorsqu'on faisait un design d'une architecture, le responsable de l'architecture, l'architecte logiciel, l'architecte technique, spécifiait ses besoins d'hébergement. On le spécifiait en nombre de CPU, telle taille de RAM, l'espace disque, le nombre de machines virtuelles, peut-être le nombre de containers, la bande passante, quoique parfois c'était très difficile à estimer. L'intégration avec le système d'information, quels allaient être les jobs qui allaient être utilisés pour mettre ça dans sa feuille de route de $universe, par exemple, pour l'intégrer, etc. À aucun moment on parle de coût, là, hein. On parle vraiment d'usage de matériel. Dans la partie OPEX, tout d'un coup, on va demander, mais ok, ce que tu vas avoir besoin, ça va coûter tant. Est-ce que ton architecture, euh, entre guillemets, le vaut bien, ou est-ce qu'elle peut être revue? Ce qui fait que l'architecte technique devient responsable de son centre de coût. Son applicatif est un centre de coût, en tout cas
C'est comme ça que c'est présenté par le responsable achat. Et donc, à partir de là, il va être obligé d'optimiser, de revoir son architecture pour connaître combien ça coûte réellement, ce qu'il consomme et pourquoi il va en avoir besoin. Ça Moi, change complètement la responsabilité. j'aime bien quand tu parles de centre de coût, parce qu'on verra plus tard dans des vidéos où on parlera de FinOps ou dans des webinaires qu'on pourra animer ensemble, où on parlera de FinOps, qu'effectivement, la notion de centre de coût doit être également revue dans la vision qu'on doit avoir quand on fait du cloud. Parce qu'effectivement, le cloud apporte également de la valeur, et donc ne parler que des coûts est souvent une erreur. Alors, dans ce paiement à l'usage, on est sur un modèle qui est donc à dépense variable. On n'est plus effectivement sur ce phénomène de palier où globalement, comme dans le modèle historique, bah, on a des équipes techniques en fait, qui définissaient, leurs besoins à l'avance, du coup des budgets étaient créés et puis, les budgets étaient dépensés et puis après finalement les équipes techniques, elles s'occupaient pas de combien ça coûtait finalement, c'était géré dans d'autres couches que, on va dire managériales ou de personnes ou d'autres équipes, que la leur. Mais ici, du fait qu'on est sur un paiement à l'usage, ça veut dire que les équipes techniques aujourd'hui, il y a également autre chose qui va s'appliquer au-delà du fait qu'elles doivent faire attention au coût de leur, ou estimer combien ça va coûter. Mais également, elle contourne également des processus historiques d'approbation. C'est-à-dire qu'avant, si, des équipes techniques avaient besoin de plus de puissance, en termes de CPU, de GPU, ou plus de stockage, c'était assez difficile de «contourner» entre guillemets, une demande d'allocation de budget pour acheter, du matériel. C'était rare qu'on ait des stocks de matériel prêts à l'emploi et entre guillemets en mode un peu illimité, servez-vous quoi. Donc il y avait quand même un processus d'approbation qui devait se faire, sur le matériel et les dépenses. Je sens que tu veux nous raconter une histoire. Oui, parce qu'en fait, c'est tant qu'il y avait du matériel. Oui, Tant qu'on en avait, on pouvait en consommer et la surconsommation a été régulière. Jusqu'au moment où tout d'un coup, il y avait un pic d'usage et pour ce pic d'usage, il fallait provisionner du matériel qu'on n'avait plus. Voilà, ça c'est du vécu, où tout d'un coup, un vrai pic d'usage parce que retour de vacances, et donc applicatif beaucoup plus utilisé que prévu pour ce retour de vacances, et tout d'un coup, plus de matériel disponible. Et le cycle d'achat prenait tout d'un coup 2 mois. beh, Donc oui, on a parce qu'il y a de vécu deux mois l'approbation, des d'horreur. dépenses, voilà, on doit créer des budgets, on doit les justifier, et cetera et donc effectivement, bah, historiquement, les équipes techniques dans une approche data center, elles sont limitées dans leurs «dépenses» entre guillemets par la chaîne de Oui, management et par ceux qui ont l'argent. ce qu'on oublie, c'est que c'est pas parce qu'on a acheté du matériel qu'il est disponible. Oui. Parce que quand on reçoit sa palette de chez HP ou de chez IBM, ben faut le raquer. Faut s'assurer que tout le matériel est bon, faut le mettre sous tension, faut l'intégrer, etc. Et ça, c'est à prendre en compte dans cette notion de CAPEX, que l'extension de l'existant, ben, ça prend du temps. Exactement et donc le fait que c'est désormais dans du cloud public, comme on est sur un mode libre service où finalement, bah, là on a la différence entre le fini et l'infini, hein, donc effectivement tout est, dans un cloud hyperscaler, on a logiquement les ressources à disposition et après c'est au client de les consommer, hein. Mais le fait qu'effectivement, on ait plus ces garde-fous, de processus d'approbation historique, passant effectivement par, «J'ai besoin de ça, oui, je te le valide, on va de définir un budget, ensuite on va passer par un service achat» et cetera. Et ben, bah, ça explique aussi qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui, problématiques où on explique que finalement, bah, on a mal géré le cloud et que le cloud coûte plus cher. Hein, souvent, c'est une phrase qui va retomber, hein. Et du coup, tout le monde vient faire son analyse sur le sujet, hein, même les plus grands, comme on dirait. Là, c'est un article du Gartner qui dit: «Mais finalement, le cloud public, est-ce que c'est vraiment moins cher qu'opérer son propre data center?» Bah, là encore, c'est une question qui est tellement ouverte en fait qu'elle n'a pas vraiment de réponse parce que ça dépend. Ça dépend de quoi on parle, ça dépend de qui on parle et souvent, ce qu'on oublie, c'est que pour passer le est-ce que une migration est intéressante? Est-ce que si je migre dans le cloud, ça va me coûter moins cher? Et nous-mêmes, on a connu beaucoup de clients qui, des fois plusieurs mois ou quelques années après se disent: «Quand même en fait, le cloud ça coûte cher, on nous avait promis monts et merveilles, et dans la réalité, bah, en fait, je m'aperçois là que ma facture a augmenté». Et probablement en Et fait oui, que c'est aussi une mauvaise analyse de combien ça a coûté et alors déjà les choux, les carottes dont on parlait tout à l'heure. alors les choux, les carottes, ça Ouais, c'est le premier point.
Plus? On compare pas les mêmes choses. Ouais. En plus, moi, si j'étais DSI, je migrerais pas dans le cloud pour avoir l'exact réplica de ce que j'ai on-prem pour Exactement. l'avoir dans le cloud. J'espère avoir plus dans le cloud, plus de souplesse, plus d'extensions, de nouveaux services et donc tout d'un coup de nouvelles valeurs à Mmh. proposer à mes utilisateurs. Donc ça, c'est un point aussi à avoir en tête. Mais ce qu'on oublie, et c'est souvent un point omis de manière assez étonnante, c'est la notion de double run. Quand vous avez migré, euh, en fait, vous allez commencer à gagner de l'argent lorsque vous aurez décommissionné l'ensemble des contrats qui hébergeait votre ancienne infrastructure. Donc, quand vous migrez une application, vous n'avez pas migré l'ensemble de votre SI. Vous avez étendu votre SI, donc vous avez étendu ses coûts. Donc, c'est normal que la facture augmente au total. Donc, ça vous coûte de plus en plus cher, bien sûr. C'est normal. C'est comme si vous aviez deux voitures que vous utilisiez en même temps. Les coûts augmentent forcément. Euh, L'économie, la réalité d'économie se fera lorsque le double run sera terminé, lorsque on aura fermé la porte de l'infrastructure locale, ou en tout cas largement réduit la taille de l'architecture locale pour n'héberger plus que ce qui est nécessaire au fonctionnement de votre migration sur le cloud. Et c'est ça qui est souvent omis. Et en plus, a posteriori, c'est pas une fois qu'on s'est déplacé, de son data center vers le cloud que le travail est terminé et qu'il n'a plus rien à faire et que ça y est, ça coûte moins cher. Après, c'est un travail permanent, enfin, c'est là où on rentrera après dans des problématiques de FinOps et d'optimisation en permanence. Heu, mais là encore, c'est pas une destination le cloud, hein, c'est juste un chemin en fait, un voyage plutôt, hein. Heu et voilà et puis, au-delà effectivement du coup le double run où tu parlais des capacités qui étaient payées des 2 côtés, il faut pas oublier non plus qu'une migration, bah, ça prend du temps, ça nécessite des ressources humaines, qui vont faire ça et que ça a un coût et voilà donc la réalité effectivement de est-ce que ça coûte moins cher, c'est difficile de le comparer déjà à juste un an après, hein, mais c'est vraiment, il faut ce qu'il faut voir également et ça sera un message qu'il va falloir, également travailler, c'est que le fait d'aller dans du cloud est fait pour apporter de la valeur et apporter des nouvelles choses. Si c'est pour refaire la même chose, comme tu l'as dit, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt et on risque d'être déçu, au final. Alors dans ce modèle de dépenses, variables dans le cloud, parce que ça va être le cas, eh bien, on va avoir du coup tous les acteurs qu'on avait, traditionnellement dans le monde, on va dire, du data center sur site, de l'organisation en général et leur rôle va être un petit peu chamboulé, et là, enfin, c'est un petit peu comme, cette célèbre série, hein, on va avoir des gens, dont les origines sont assez différentes et assez mixées dans leur façon de travailler, mais qui vont devoir collaborer de manière différente. Donc, on a bien entendu dans du cloud public les équipes de développement et d'IT traditionnelles. On a toujours effectivement bah, les responsables techniques, hein, les CTO, CIO, etc. Sauf qu'on va venir maintenant rajouter dans cette équation bah, les gens que souvent les équipes techniques ne voyaient pas en direct, hein, les équipes de finance, de gestion, et puis bah, les services d'achat. Et en fait, là, le fait de passer effectivement du mode de CAPEX au mode d'OPEX va également complètement chambouler la manière dont ces personnes vont interagir entre elles et vont travailler également globalement parce que c'est pas tout à fait la même façon. Donc si on prend les équipes de dev et d'IT, bah Franck, hein, je veux dire, le travail historique quand on opère des data centers, c'est le capacity planning, c'est une chose que tu connais plutôt bien. Oui, alors l'idée, hein, c'est effectivement d'essayer de se projeter sur comment le matériel qu'on a acheté, un ensemble toujours fini, à quel moment on va arriver à l'épuisement de cet espace fini. Donc on se garde une marge, évidemment, bah, parce que, comme je l'ai dit précédemment, acheter du matériel, ça prend du temps, il faut passer par le service achat, il faut s'assurer que la livraison aura bien lieu, il faut la réceptionner, il faut forcément raquer l'ensemble, etc. C'est des équipes dédiées, évidemment, qui vont le faire. Mais faut, parfois, on a quelques petites surprises. Ah bah tiens, finalement, il faut revoir la tête électrique parce que les nombres de KVA est finalement trop limite. Et donc, on va faire intervenir une équipe électrique pour rajouter des KVA, etc. Zut, le climatiseur, l'ensemble de la clim est trop short. Bon, voilà, la distribution réseau, bah tiens, il faut revoir pour rajouter quelques switches parce que rajouter des B19, 19 pouces, c'est toujours sympa, mais ça consomme des ports réseau, etc. Donc,
Cette capacité planning, effectivement, on essaye de le prévoir. Évidemment, ça ressemble plus à un escalier qu'autre chose, en se disant, bah voilà, la date limite à laquelle je vais être obligé d'acheter du matériel pour éviter ce qu'on a vu sur l'une de tes premières slides, Stanislas, le moment où on est en low capacity, où on est vraiment en manque de capacité pour héberger et un goulet d'étranglement. Donc ça se prévoit à l'avance. Et on arrive finalement à budgéter les choses. Et donc ça se fait vraiment un travail régulier, etc. Alors, on devrait même dire que enfin, ce travail-là, il est super compliqué parce qu'au-delà effectivement de prévoir, alors il y a au-delà des choses assez récurrentes du genre, mon matériel ne sera plus supporté car obsolète, et cetera. Donc là, ça fait partie des choses, pour la prédiction d'achat de nouveaux matériels et de remplacement. Donc ça va être intégré dans l'équation du capacité planning. Mais après, bah, il y a quand même le doigt mouillé qui joue beaucoup dans le capacité planning, dans le sens où on ne sait pas toujours effectivement, comment les applications vont évoluer dans leur usage, parce qu'il n'y a pas toujours non plus également un retour des équipes business sur ce qu'il va y avoir besoin dans 3 mois, sur les plans qui sont prévus. Et donc après, on n'est jamais trop sûr du est-ce que le matériel sera suffisant? Et puis on ne peut pas se tromper. Souvent, ça, c'est un truc bah, qui est assez classique, c'est qu'on demande d'achat de nouvelles ressources pour absorber la croissance de l'organisation dans ses ventes ou dans les services qu'elle propose. Mais en général, on va toujours faire un capacité planning qui est assez optimiste parce qu'on se dit ouais, vaut mieux avoir un peu trop que pas avoir assez. Il n'y a rien de pire en fait finalement que d'avoir fait un capacité planning, de recevoir du matériel et qu'un mois après, finalement, le truc il soit déjà prêt à être changé parce que, bah, en fait, non, la croissance de l'applicatif, il est tellement important qu'en fait, bah, on est déjà en dessous de ce qui était prévu, quoi. Donc, on essaie de faire des, des- Alors des prédictions. Ouais, un exemple? je vais te donner un autre exemple euh, qui est assez étonnant en fait. Le nombre de fois où la feuille de route construite par la DSI, CTO, CEO, etc. Dans la feuille de route, finalement, il y a des applications qui vont arriver parce que le business a identifié des valeurs d'usage. Et le nombre de fois où il y a des applications qui disparaissent tout simplement avant d'être créées, c'est-à-dire que on s'est lancé dans le processus achat de matériel spécifique pour héberger cette application qui allait arriver dans les 2-3 mois à venir. Cette application, en fait, elle sortira jamais. Vous vous retrouvez avec sur les bras du matériel et vous recyclez votre matériel. Vous allez l'utiliser pour autre chose, c'est évident, mais cette autre chose n'a pas besoin de ce matériel. Donc vous allez essayer de caser un petit peu en mode je solde le matériel que j'ai acheté en avance de phase. Et donc cette capacité planning est très très dure parce que lorsque une application va être décommissionnée, bah, vous allez vous retrouver avec trop, trop de matériel. Et ce trop de matériel, bah, vous l'avez toujours payé. Alors, quand on est dans du cloud public, hein, tel que Azure, par exemple, bah, finalement, ça change complètement la donne parce qu'il n'y a plus besoin de se projeter, entre guillemets, pour pouvoir négocier ensuite des budgets, voire des équipes et acheter quelque chose en espérant qu'il sera bien taillé par rapport à son usage. Là, en gros, la capacité, on l'a. Elle est fournie par le fournisseur de cloud, quel que soit le type de capacité, hein, CPU, GPU, mémoire, stockage, bande passante, on a ce qu'il faut. Par contre, là où les équipes doivent changer leur manière de travailler, c'est de penser finalement à combien ça va coûter. Donc, c'est finalement les éléments d'architecture qu'ils vont choisir dans du cloud public et l'impact sur le business de l'organisation. Donc, la capacité, elle est là. Après, il ne faut pas non plus claquer de l'argent, entre guillemets, pour claquer de l'argent et ne pas se poser la question de combien ça coûte. Un exemple simple, par exemple, si le mois prochain, la facture du fournisseur de cloud intègre 100 000 euros d'Azure Function, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Et bien en fait, si ça a eu un impact positif sur le business de l'organisation, et je ne sais pas, les 100 000 euros dépensés d'un côté ont permis de gagner 1 million de marge supplémentaire et donc un chiffre d'affaires encore plus conséquent, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Par contre, dépenser effectivement 100 000 euros en infrastructure pour l'Azure Function sans avoir aucune idée de son impact sur le business de l'organisation, là effectivement, ça pose un problème. Donc effectivement, le coût, et il faut penser au coût, mais on va voir également qu'il faut l'associer à l'impact business. Alors côté des services de gestion, traditionnellement ces équipes elles sont plutôt focalisées à regarder en gros ce qui s'est passé dans le passé, hein, c'est-à-dire des rapports rétroactifs qui vont dire en gros ben, on avait des budgets définis
par exemple pour l'IT ou pour tel business unit. Est-ce que ces budgets, sont encore, bons? Est-ce qu'ils ont été, respectés? Ils n'ont pas été dépassés? Mais néanmoins, on parle de choses qui sont un peu obsolètes parce qu'on est plutôt à regarder le passé. Dans un modèle de reporting, où on ne travaille plus effectivement, sur du CAPEX parce qu'on va passer en mode OPEX, et bien dans de l'OPEX, en fait, on est plutôt tourné sur le futur en travaillant sur de la prédiction plutôt que vérifier effectivement est-ce qu'on a bien respecté le budget. D'accord? Donc là encore, la prédiction du point de vue capacité, elle est pas très importante, hein. Elle est importante, mais moins qu'avant, parce qu'effectivement, on ne s'engage pas sur un achat qui potentiellement sera pas le bon. Par contre, la prédiction, sur la partie des coûts, ça, il est important parce qu'effectivement, du point de vue finance, il va falloir effectivement, être aligné, se dire: «OK, on risque de dépenser plus le mois prochain parce qu'on va sortir des nouveaux services, il y aura plus d'activités ou il y aura des soldes ou je sais pas quoi». Et du coup, être au courant que ça va arriver pour ne pas, en fait, être surpris et réagir, de manière, alarmiste. Donc ça veut dire que, du coup, la notion de remonter les dépenses, technologiques auprès du management, des investisseurs, de la société, il va pas se faire de la même façon. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était facile de remonter en gros, le trimestre dernier ou l'année dernière, on a dépensé tant sur l'informatique, ça c'était notre budget, ça c'est ce qu'on a dépensé, on était bien, au-dessus ou en dessous et puis on peut expliquer pourquoi. Alors que là, en fait, il va falloir être capable d'expliquer effectivement les dépenses qu'il y a pu y avoir, qui sont variables, hein, principe du cloud, et puis également de se projeter effectivement en disant: les dépenses risquent d'augmenter parce qu'on va augmenter, l'empreinte de notre application, dans le monde, et cetera, et cetera. Service achat, Franck, hein, ces gens-là, Ah, bah, le service achat, moi j'adore travailler avec les services achats parce que le service achat, en fait, ce qu'il voit, c'est finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent optimiser en termes de tarifs? Ils vont pas se poser la question d'optimiser l'architecture à votre place. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qui est intéressant pour lui, c'est de se dire: «OK, tel switch réseau, vaut, moins cher, chez tel fournisseur. Je vais acheter le switch chez eux». Finalement, faire un achat groupé, vers, tel, fondeur et cetera est plus intéressant et donc je vais travailler avec tel fournisseur et cetera. Et leur idée, c'est quand même d'avoir une liste de fournisseurs validés, qui rentrent dans les règles, comment dire? Des règles financières, s'adosser à des fournisseurs qui sont capables, qui respectent un certain nombre de modèles financiers, qui se sont engagés, à respecter certaines lois et cetera. Ça, c'est des fournisseurs qui sont, référencés. Et on va travailler uniquement avec ces fournisseurs. Si tout d'un coup, vous avez un besoin qui est hors de la liste des fournisseurs, vous pouvez oublier, hein. Ça va mettre un petit c'est peu de compliqué. temps, pour l'avoir. Et c'est effectivement eux qui vont passer des commandes, que sur du matériel que vous aurez, spécifié. Vous aurez à dire: «Bah, voilà, moi, mon applicatif, finalement, j'avais besoin de 4 CPU, 2 gigas de RAM, tant de disques et cetera». Ça se transforme en, bah, finalement, il faut acheter, un blade server avec, tant de RAM et cetera parce que, pour héberger mon applicatif et bien, dans le capacity planning, il faut étendre le matériel et on va pas juste acheter une petite machine pour vous. On va acheter un gros bloc, et donc le service achat, lui, va négocier des tarifs, des ristournes et cetera, justement pour pouvoir acheter en masse. Alors, Complètement différent. et puis le service achat achète effectivement également le logiciel. On va lui donner, il va recevoir entre guillemets «les libellés» de ce qu'il a besoin de commander et puis après il va interroger ces différents fournisseurs qui vont lui proposer le meilleur tarif. Alors, on peut avoir des équipes achats qui sont, de par l'histoire, un peu plus spécialisées pour certains, avec, certains types de licences parce que, on sait tous, hein, que le licensing c'est quelque chose qui est assez compliqué, hein, enfin surtout dans des grosses sociétés quoi, comme Microsoft où c'est un métier à part, le licensing, donc du coup, on peut, dans des grosses organisations, on peut trouver des personnes du service achat qui sont un peu plus spécialisées sur l'achat de licences et qui connaissent les différents vecteurs d'achat de licences, entre les licences accords entreprises, EOM, Open, etc. Voilà. Et là encore, mais ils vont toujours travailler effectivement avec cette liste de fournisseurs et leur boulot avant tout, effectivement, est de négocier tout ça. Quand on est dans du cloud public, les règles changent, hein. Elles changent principalement parce que
on enlève cette notion un petit peu de négociation personnalisée au cas par cas où les mecs s'appellent, se font un resto et puis se challenge un petit peu sur les avantages à aller chez tel ou tel fournisseur. Donc la négociation des prix, entre guillemets, la négociation en marchand de tapis, elle disparaît un peu dans un cloud hyperscale, hein, tout à fait. Enfin, de la même façon que si vous allez chez dans une grande surface, un Walmart, un Carrefour ou autre, vous n'allez pas négocier avec la caissière le prix du kilo de tomates, quoi. Le prix il est standardisé et puis tout le monde a le même prix, quoi, normalement. Normalement. Effectivement, le prix est standardisé, le prix évolue aussi. Donc les prix sont révisés très régulièrement par les vendeurs de cloud. C'est un point à avoir en tête. Alors souvent, les prix sont révisés plutôt à la baisse. Ça, c'est une tendance qu'on a vue parce que globalement, il y a des nouveaux services qui arrivent qui remplacent les anciens, les prix baissent, etc. Il y a des optimisations qui sont faites. Il reste encore possible de l'achat en masse, et ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Ça reste encore une option limitée pour fixer les prix sur un certain nombre d'années sur une enveloppe financière donnée. Voilà. Effectivement. Et Mais on là en c'est reparlera plus en détail. exactement, ce sera la vidéo numéro 4, hein. Et là, finalement, quand on va parler de ces remises qu'on peut avoir, parce qu'on peut quand même avoir des remises, on verra qu'elles seront basées principalement sur un engagement sur la durée. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Alex Landis, hein, qui est un financial manager chez Autodesk, ou qui était, et qui explique effectivement qu'on ne gagne pas en fait en faisant des économies. Alors, version traduite en française, hein. On ne gagne pas en faisant des économies de bout de chandelle auprès du fournisseur de cloud, mais on gagne en gros en délivrant des fonctionnalités à ses clients. Donc effectivement, on pourrait essayer de négocier le dizaine de cents VM par VM, etc. Mais à la fin, il vaut mieux en fait payer un peu, enfin, vaut mieux payer pour pouvoir avoir des fonctionnalités qui elles-mêmes vont rapporter. Voilà. Toujours avoir cette notion du coût par rapport à ce que ça rapporte. Et que effectivement, dans un monde où on est concurrentiel, le but du cloud, c'est surtout d'aller plus vite et de ne plus avoir tous ces phénomènes de perte de temps liés au capacity planning, au processus d'achat, etc., qui font que des fournisseurs à côté pouvaient aller plus vite et délivrer plus rapidement des fonctionnalités et faire que les clients finalement vont d'un côté et pas de l'autre. Alors si on reparle du côté tech, des tech exécutives, leur problème finalement sur le cloud public, c'est qu'ils ont finalement un petit peu perdu la partie décisionnaire sur les dépenses. C'est-à-dire que historiquement, dans un monde de CAPEX, et ben à un moment, quand quelqu'un faisait un capacity planning et disait bon bah j'aurais besoin de tant de nouveaux serveurs et puis par exemple d'une baie de stockage, à la fin normalement effectivement dans cette décision on avait les exécutifs qui avaient leur mot à dire en disant oui effectivement je valide ou pas l'achat de la nouvelle baie, etc. Et finalement ils s'engageaient un petit peu eux-mêmes dans ce processus de validation. Désormais quand on est sur Et du... Ouais. excuse-moi, Stan, mais c'est vachement important ce que tu viens de dire. Parce que ce que tu as dit, c'est que le CTO, le CIO, il s'engageait. Il prenait la responsabilité de dire, OK, on fait un achat matériel et ça va répondre à des attentes parce qu'il drive, il pilote le capacity planning. Là, en fait, il se retrouve entre le marteau et l'enclume, finalement. Entre le service financier qui dit, oh là là, attention, votre facture a augmenté, et puis les équipes techniques qui, finalement, sont responsables de l'usage de leur application et retaillent les applications, etc., et ne voient pas forcément la facture. Le responsable des applicatifs reste le CTO, hein, et donc c'est le CTO qui, face au service financier, dit, ah bah oui, effectivement, la facture a augmenté. Ouais. Mais ils ont pu le Pouvoir de le décision pouvoir de d'arrêter décider. dans la chaîne avant de payer. En général, c'est plutôt Exactement, après que ça arrive, ouais, effectivement. exactement. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir, du coup, forcément, il doit faire confiance en fait aux équipes qui sont en dessous pour qu'elles opèrent dans des budgets raisonnables. Donc, en gros, c'est, ouais, effectivement, on est dans du cloud, on est dans de libre service, mais chaque fois qu'un ingénieur va faire une opération sur une ressource, ou la créer, ou la modifier, ça peut pas passer par un processus où ça arrive sur le CTO qui dit je valide ou pas, quoi. Enfin, c'est pas gérable. Alors du coup, on comprend que ces tech exécutives, ce qu'ils aimeraient quand même, c'est avoir un peu plus de contrôle aujourd'hui sur la manière dont sont faites les dépenses dans le cloud public.
puis ils aimeraient pouvoir influencer un peu plus, effectivement, de manière stratégique ou dépensée. C'est-à-dire que, historiquement, c'est facile de dire de manière stratégique, vu que forcément la chaîne d'approbation passe par moi, je valide ou pas l'achat de tel ou tel matériel ou tel fournisseur ou tel tel logiciel. Là, effectivement, il est plus mis devant le fait accompli avec la facture qui arrive. Alors néanmoins, effectivement, cette capacité à influencer, ou dépenser, elle peut avoir lieu, mais ça veut dire que le tech exécutif va également plus parler avec les équipes d'en dessous, plus être impliqué, sur, en gros la connaissance générale de l'architecture technique et d'être capable effectivement, de son côté, de remonter, dans les couches au-dessus de lui, de pourquoi il y a eu tel ou tel changement, dans la facture et cetera. Donc ça change, je pense, un peu la donne par rapport, on va dire, à des tech exécutifs historiques qui étaient plus, entre guillemets, «des contrôleurs des coûts» et cetera, sans avoir forcément tout le détail de ce qu'il y a en dessous. Là, il y a besoin d'avoir une connaissance un peu plus large des composants ou alors une très bonne confiance vis-à-vis des équipes et donc son travail va être également, le tech exécutive, de de te faire travailler, et de faire évoluer la culture, de l'économie, auprès des équipes, chose qui jusqu'ici n'existait pas. Et à la limite jusqu'ici, souvent les gens disaient: «Bah, j'ai besoin de nouvelles capacités», la demande était faite, elle était validée, par la chaîne de management, technique. Mais finalement, combien ça a coûté à la fin? Bah, je pense qu'il y a plein de personnes techniques en bout de chaîne, des opérateurs, des développeurs qui en avaient aucune idée, en fait. Alors que là, désormais, effectivement, et bah, ça va faire partie de leur culture, de leur travail quotidien, d'également savoir effectivement combien coûtent les ressources. Alors ça peut être provocateur de notre part, nous qui travaillons pour un éditeur, ou un fournisseur de cloud public. Le titre de cet article est plutôt pas mal: «Les coûts du cloud sont trop chers, c'est de votre faute». Ah, j'adore. Et pourtant, ben, en fait, c'est assez vrai. Souvent, effectivement, les histoires de dérapage, de cloud, bah, sont pas forcément la faute du fournisseur de cloud. Globalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, les prix, ils ont pas tendance à aller en augmentant. Donc c'est assez rare effectivement que si on voit une ressource à un prix donné, ce prix, double le mois prochain et cetera. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est sur un mode aujourd'hui, de forte concurrence entre les grands acteurs, du cloud, que sont, Microsoft, Azure, Google, et d'autres. Et donc, c'est un petit peu comme des supermarchés, hein, c'est des supermarchés qui proposent tous des produits assez similaires et puis c'est des supermarchés qui veulent attirer les gens en ayant les prix les plus bas. Donc, en général, quand les coûts vont augmenter, bah, c'est lié plutôt effectivement à la façon dont on a acheté dans le magasin, plutôt que de la faute du magasin, j'ai envie de dire. Ce qui nous permet cette analogie, dire, bah, finalement quand on va dans un supermarché, on peut acheter finalement tout ce qu'on veut. Les fournisseurs de cloud sont des grands supermarchés de services et de ressources. C'est mieux quand effectivement on rentre dans un magasin de type supermarché, de n'acheter que ce dont on a besoin et ce qui va également rentrer dans notre budget associé à notre carte bleue. Donc finalement se plaindre, disant ouais c'est la faute du cloud, ça coûte trop cher, etc. Souvent c'est peut-être parce qu'on a mal géré effectivement son budget ou qu'on a consommé des choses dont on n'avait pas besoin. Voilà. Et je reviens pas sur la notion de CAPEX, OPEX et comparer les Non, choux et les carottes, hein, non, parce qu'on on n'a pas besoin d'en reparler ici, mais effectivement, qui n'est pas rentré dans un supermarché et qui n'en est pas sorti avec un caddie plein et qui était complètement différent de ce dont on avait initialement besoin? Venir avec sa liste, exactement, venir avec son architecture, c'est quand même ce qu'il y a de plus sain, quand on rentre dans un supermarché de services, effectivement. et donc de n'acheter réellement ce dont on a besoin. Il faut quand même se poser la question de ce dont on a besoin, pas ce dont on va se faire plaisir avec, Mmh. mais quel est le besoin de l'utilisateur. Donc réfléchir vraiment au SLA, RTO, RPO, et cetera, qui sont des points hyper importants dans le design de son architecture et qui changent drastiquement les coûts. Et là encore, hein, comme tout est en libre service, nous, on va pas vous empêcher de prendre, par exemple, une Ferrari, enfin une grosse machine virtuelle très puissante. C'est pas, on peut vous faire une remarque en disant: «Bah, là, tu as pris une machine puissante, mais en fait, tu t'en sers pas». Ça, on peut le faire, hein, il y a des services pour ça, comme Advisor, mais dans la réalité, le fournisseur est effectivement, enfin, le magasin, il est là pour vendre des choses. Donc, là encore, hein, on peut aller chercher le pain en Ferrari, hein, c'est sûrement très cool. Est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. Alors, on est tous d'accord néanmoins là-dessus, qu'on soit les fournisseurs ou les clients, que la gestion des dépenses de cloud, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge qui est ultra compliqué, quand on regarde la plupart des sondages qui sont faits chaque année ou
des études. Alors notamment ici, la source, c'est RedScale en 2019 et c'est l'état du cloud par Flexera. Le plus gros des challenges, effectivement, qu'on soit une grosse organisation ou qu'on soit une petite ou moyenne entreprise, c'est vraiment la gestion des dépenses de cloud. Et simplement, tout ça, ça s'explique par ce fameux changement de paradigme dont on parle depuis tout à l'heure, qui est que on ne doit plus penser de la même façon. Et puis voilà, le fait d'aller dans du cloud ne veut pas dire je déplace et c'est terminé, c'est mieux, voilà. D'accord? Et j'attire l'attention que le deuxième point, Très lié au qui premier. est très lié au premier, et on en parlera dans les autres vidéos, mais la gouvernance touche aussi bien les grandes entreprises que les moyennes entreprises, et que pour correctement gérer sa dépense, finalement, une gouvernance, comme on vient d'en parler, avec les différentes équipes, les changements de paradigme, etc., ça tombe sous le sens, c'est assez logique de travailler sa gouvernance, qui est vraiment un des points les plus difficiles à mettre en œuvre. Alors, ce qui m'amuse toujours, c'est que la sécurité reste toujours le troisième point dans toutes nos discussions, alors que ça devrait peut-être être le premier. Alors, ce qu'on doit également dire, c'est que souvent quand les coûts commencent à déraper, et ben, en fait, malheureusement, c'est souvent lié au fait que, ben, les gens ont pensé que le travail était terminé une fois qu'on avait déplacé. Alors moi, j'aime bien parler d'une migration comme d'un déménagement. Un déménagement, en fait, on peut le prendre de 2 façons. Je dis ça parce que j'ai déménagé il y a pas très longtemps. Soit on prend, tout ce qu'on avait, dans sa première maison, par exemple, on met tout ça dans des cartons et puis hop, on emmène tout ça dans la nouvelle maison et on déballe. Ou pas. Parce qu'effectivement, souvent quand on va déménager, si on ne fait pas l'exercice de faire un peu de tri et de jeter les choses dont on n'a plus besoin et cetera, et ben, en fait, effectivement, on ne fait que déplacer, hein, et donc globalement, on va se retrouver avec des cartons qu'on va jamais ouvrir, mais qui seront là. Ce qui peut se matérialiser dans du cloud comme des ressources qui tournent à nouveau parce qu'on les avait avant. On ne sait pas si elles sont utilisées, ça coûte de l'argent, mais elles sont là. Voilà. Alors qu'il faut profiter normalement d'un lift and shift, enfin, ou d'une migration pour également retirer des choses. Il y a des choses dont on n'a pas besoin de les reproduire dans le nouvel environnement. Oui, des choses qu'on peut transformer également dans l'environnement. Mais juste faire un lift and shift, c'est basiquement un déplacement. Je prends des trucs à un point A et je les mets sur un point B. Donc en gros, tout ce qui n'était pas terrible et qui marchait pas super bien sur le point A ne va pas devenir magique sur le point B. Et du coup, dans la facture, des choses qu'on voyait peut-être plus avant parce que on avait une vieille application qui tournait sur un vieux serveur en bout de rack, a été plus supportée, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait personne s'en servait de cette application, mais comme on savait pas, et on a amené cette application dans le cloud. Donc du coup, et là cette fois-ci, tous les coûts qui étaient cachés avant ou qu'on ne voyait plus, qui étaient amortis, on va les retrouver. D'accord? Et donc là encore, on va reprendre par exemple le State of Report de Cloudera en 2020. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont interrogé les personnes qui ont fait l'enquête, hein, qui étaient réparties de par le monde, donc il y en avait en Europe, aux États-Unis, etc. Ils leur ont dit, actuellement, tes dépenses sont là. Euh, dans les 12 prochains mois, tu penses que tu seras où? Et tous les répondants disent, ouais, dans un an, en fait, ça va me coûter 47% de plus. Donc ma facture va aller juste en grimpant crescendo. Et sur le budget actuel, on dit, par rapport à ce que ça avait prévu, t'en es où? En fait, j'ai déjà dépassé le 23%. Donc en fait, en ne faisant rien, effectivement, enfin, en ne faisant rien, de base, effectivement, tous les gens ont tendance à dire, ma facture de cloud ne va aller qu'en augmentant. Elle ne va aller qu'en augmentant, effectivement, si on ne fait rien, si on ne met pas en place une culture, si on ne fait pas de la modernisation. Parce que finalement, tout ça est lié aussi au fait que je fais du lift and shift, donc j'optimise rien parce que j'ai redéplacé, j'ai remis de l'autre côté, et effectivement, là, je vais avoir tous mes coûts qui étaient avant en partie cachés ou qui étaient amortis. Là, non, c'est un coût qui va juste se cumuler au fur et à mesure. Et le principe du lift and shift, c'est que les entreprises, en fait, elles ont souvent fait ce choix pas forcément par fainéantise, parce que ce qui au départ, c'est ce qui leur paraissait le plus abordable et le plus simple à faire. Alors, c'est plein de projets qu'on voit, hein, qui effectivement, on va dire, terminent en lift and shift. Parce que, effectivement, on ne fait pas un choix de lift and shift juste parce que c'est facile, etc. Et que, allez, hop, on se lance, etc. On voit beaucoup de projets
de migration démarrer avec une véritable réflexion. On fait une analyse de ces assets, on vérifie les usages, on essaye d'identifier les applications à risque, on identifie les applications qui travaillent entre elles pour fabriquer des groupes d'applications à migrer. On se dit qu'il y a des optimisations possibles, on les cherche, on construit une feuille de route qui parfois est complexe. Et puis après, il y a la réalité qui revient, très simplement. C'est que globalement, la DSI s'est engagée à libérer l'hébergement. Et donc, dans 3 mois, il faut avoir tout migré. Et donc là, il y a un petit changement dans la feuille de route qui était sans doute très bien fait, qui avait sans doute été démarré. Donc, tout ce qui était landing zone a peut-être été déjà créé, mais après, il faut terminer en lift and shift parce que on a 3 mois pour terminer de migrer l'ensemble du SI. Et c'est là que le lift and shift arrive. On a fait la migration, mais en fait, on n'a que débuté le travail de migration et de transformation vers le cloud. Donc, faire juste un lift and shift, c'est s'arrêter au milieu du gué. Exactement. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que être dans du cloud public ou du cloud au sens large, c'est pas effectivement, le cloud, c'est pas une destination. On rentre dans un voyage, c'est pas quelque chose de statique, hein. Au contraire, je veux dire, ça évolue en permanence, donc il faut également faire évoluer son système d'information et profiter des évolutions qui peuvent arranger au cas par cas. Et effectivement, c'est pas juste du stockage et du compute, le cloud, hein, c'est un peu plus compliqué. Alors même si le stockage et le compute sont des choses qui sont pas très très chères dans du cloud public, en fait, il y a d'autres choses derrière. Alors effectivement, le lift and shift, souvent, il est retenu parce que bah, au départ, on a fait des plans un peu sur la comète parce qu'on a eu plein de mots-clés, de nouvelles technologies qui étaient présentées, ça avait l'air super cool, et ça, on va en parler juste après. Néanmoins, effectivement, ben, une transformation applicative, là encore, c'est des choses qui demandent, du temps et qui demandent des ressources et des efforts. Et là, souvent, effectivement, bah, quand on est un peu au pied du mur, et ben, on va prendre le chemin le plus rapide. On va faire le lift and shift, puis on dira: «Bah, on verra plus tard». Donc dans la phase de transformation, du système d'information, le lift and shift est une étape, mais ça ne reste qu'une étape. Si on fait juste déplacer ses ressources de sur site en mode lift and shift dans du cloud public, quel que soit le cloud public, en fait, à la fin, on se dira toujours: «Ça valait pas le coup, ça coûte trop cher». Oui, ça, effectivement, on en parlait sur les différentes diapositives précédentes, hein. Le coût du double run, si tout d'un coup on considère que on a entièrement décommissionné le matériel, on a fermé les locaux on-prem, etc. Et on se dit, bah voilà, maintenant c'est bon, on a migré sur le cloud, on peut comparer les choses. Ben, en fait, non, parce que on a finalisé notre migration avec un lift and shift un peu rapide, alors qu'il aurait fallu effectivement réfléchir et se donner un peu plus de temps pour migrer et adapter les applications sur le cloud. Ça n'empêche que il faut quand même y prêter attention parce que se dire qu'une réarchitecture applicative, passer vraiment vers du cloud native, que ça soit en utilisant que des services PaaS, que ça soit en containerisant parfois un petit peu au forceps certaines applications, se dire que finalement on va faire que du low code ou du serverless, oui, à terme, il y a un véritable gain, mais il ne faut pas avoir peur du coût réel de ces transformations, parce que quand on va se dire on va containeriser, peut-être que les applications n'ont pas été pensées pour ça, il faut les réécrire, il faut avoir des personnes qui sont capables de les réécrire, de comprendre les notions de containerisation, il faut amener les équipes, et c'est là qu'on a aussi une transformation organisationnelle et de gouvernance, de capacité, de technicité, de compétences au sein des équipes pour réaliser cette transformation. C'est des investissements qui vont se faire. Si on prend, là on ne parle plus de coûts uniquement matériel, logiciel, on parle de coûts compétences en termes de personnes dans les projets. Les équipes IT vont se transformer, on va les amener à s'enrichir d'une connaissance. En plus du on-prem, ils vont connaître le cloud, donc ils s'enrichissent, mais en plus, il va falloir peut-être mélanger les équipes en termes de compétences pour ne pas se louper sur des histoires de magiciens qui pourraient se retourner contre soi. Alors Avec un petit exemple. pourquoi un Karl Lagerfeld ici, quand même, je précise, c'est que à partir du moment où on sera sur une architecture, une réarchitecture de ces applicatifs, on va rentrer ici sur pas de la haute couture, mais ça va être du sur-mesure.
dans le sens où effectivement il n'y a pas un modèle générique, enfin qui va vous prendre votre application et puis la transformer, de manière magique en conteneur ou en PaaS. Ce sera une architecture qui aura été, conçue, et une application conçue, par rapport à vos besoins, votre usage et optimisée, également, en ce sens en termes de coût. Donc ça là, on sort vraiment de quelque chose qui serait, très, très banalisé comme une plateforme, SaaS ou, je sais pas, un Office 365, c'est le même pour tout le monde, hein, c'est du prêt-à-porter, c'est produit à la chaîne et puis voilà. Quand on parle ici, d'applications, cloud native, sur du base de PaaS ou de containers de serverless, c'est du très spécifique, effectivement, va nécessiter des compétences un peu plus pointues et qui sera effectivement lié à votre environnement, optimisé par rapport à votre environnement. Alors dans les exemples, Franck, le serverless. Alors, effectivement, l'idée du serverless, c'est quand même, on n'utilise de la ressource que lorsqu'on va exécuter du code. Et donc on s'intéresse, uniquement à, écrire son code applicatif, sans trop se poser de la question, de savoir où ce code applicatif, va, s'exécuter. Et donc, l'infrastructure, on ne définit plus, finalement le besoin de matériel, et cetera. On va lui dire: «Voilà, je vais, m'exécuter pendant tant de secondes et je vais avoir besoin peut-être de tant de RAM et de tant de CPU». C'est globalement ce qu'on va donner, comme, définition de l'infrastructure pour héberger son serverless. Donc l'idée du serverless, c'est de se concentrer uniquement sur l'écriture du code, et là, il y a code et code, hein, évidemment. L'idée, c'est que le client, client partenaire va, payer uniquement sur l'usage des ressources qui sont allouées à ses applications. Et puis, il faut quand même faire attention, dans la façon dont ce code va être écrit. Les patterns d'écriture sont complètement différents. Ça nécessite quand même, une autre façon de penser. Si vous faites de l'Azure Function, tous les jours, c'est pas la même façon, de coder de l'Azure Function et c'est pas les mêmes types d'architecture que si vous faites une application en Spring. Pas du tout la même, c'est pas du tout le mindset. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut y faire attention. Il faut, vraiment, suivre son application et être capable, de vraiment, se dire: «Est-ce que le serverless répond à mon besoin utilisateur? Est-ce que c'est le use case dans lequel j'en ai besoin?» Si c'est le cas, foncez, il y a un véritable gain à faire, mais il faut le faire de manière, précautionneuse. Et là encore, ça veut dire que les tech exécutifs, du coup, font également confiance auprès des devs, parce que c'est vraiment le dev là ici qui va pouvoir, la qualité du dev qui va changer, complètement potentiellement les coûts, sous réserve que le dev effectivement, soit sensibilisé à cette culture effectivement, de l'économie. Alors Ah mon bon monsieur, il y a bon dev et bon dev! exactement, et ça nous permet finalement de terminer, un petit peu tout ça avec, 2 images qui résument finalement un petit peu tout ce qu'on a pu raconter durant cette première vidéo, d'une série qui va en contenir au moins 4 ou 5. C'est qu'effectivement, changer de paradigme, passer, du mode CAPEX au mode OPEX, c'est pas quelque chose qui se fait, d'un simple switch, en appuyant sur un interrupteur et puis, on passe tout d'un coup du monde A, où on était dans le data center en CAPEX, au monde B, où on arrive directement, dans, le monde du cloud avec de l'OPEX. Malheureusement, les switches instantanés comme ça, on ne les a jamais vus. Et tout va se passer effectivement de manière assez, graduelle, par organisation, et ça devrait plutôt ressembler quelque chose comme ça, de passer, d'un monde A à un monde B. On va plutôt avoir, plusieurs, potards qui correspondront à ces différents workloads, applications, et puis ça va se faire de manière, asynchrone, et donc tout ne sera pas fait en même temps, et on va probablement, quand on va passer d'un monde OPEX à d'un monde de CAPEX à un monde d'OPEX, avoir une phase effectivement qui est cette fameuse phase de migration où on aura encore à gérer des CAPEX d'un côté, tout en commençant à voir arriver des OPEX, tout en essayant de changer un petit peu effectivement la façon dont les applicatifs, vont tourner et la façon dont les gens vont être sensibilisés au coût. Et donc retenez effectivement que, c'est pas effectivement un truc qui va se faire du point A au point B tout de suite, hein, que ce sera, donc effectivement, progressif, comme le sont ces potentiomètres, et donc il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain tout d'un coup à se dire: «Ah regarde, hier on est passé dans le cloud et bah, ça nous coûte plus cher», voilà, ou ça nous coûte moins cher.
Et je pense que se termine du coup cette première vidéo, Franck. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet côté Azure en regardant, eh bien, en gros, comment gérer les coûts. Donc ça, c'est l'étape Oui. numéro 1, effectivement. C'est-à-dire que là, vous avez fait votre migration, vous êtes en cours et vous commencez à avoir des choses du côté des OPEX dans le cloud d'Azure. Eh bien, comment vous allez pouvoir comprendre les factures, les analyser, déterminer ce qui coûte cher ou ce qui coûte pas cher et éviter les mauvaises surprises. Et ça, ce sera l'objet de la deuxième vidéo et je vais vous mettre quelque part par là ou par là peut-être. C'est pas facile avec les bulles, comme ça. Hop, par là, Ah non, ici. t'es là. Voilà, je vais T'es mettre là. je vais mettre la playlist. Là. Je vais mettre la playlist. Il y aura une playlist sur cette série de vidéos. C'est Comme là. ça, C'est vous là. pourrez tout retrouver. Exactement. Stanislas, c'est de ce côté. C'est pas facile, on est inversé sur les caméras. Donc merci pour votre attention et à bientôt pour la Merci, prochaine vidéo. Stanislas. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Stan. À bientôt, Franck.